La méditation, c'est cette ivresse lucide qui te permet d'être à la fois conscient de tout et attaché à rien, à la fois vide et plein. Les chats sont assez forts là-dedans, ils sont constamment en vigilance, mais la plupart du temps ils sont juste vigilants, mais très relaxés. Ils sont très connectés à leur sens, à ce qu'ils écoutent, etc. Les personnes qui avaient de bons résultats aux exercices du QI, lorsqu'on observait leur activité neuronale, quand ils réussissaient les exercices, ils avaient bizarrement moins d'activité dans leurs neurones que les personnes qui avaient des scores moins élevés au QI. C'est comme si notre biologie avait toujours ce besoin-là d'avoir régulièrement une activité dans laquelle on est focus sur un truc à la fois. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de tout ce que j'ai appris sur la méditation. Mais comme à peu près tout le monde sait ce que c'est et tout le monde connaît les bienfaits de la méditation, j'aimerais plus m'attarder sur les idées reçues et sur ce que n'est pas la méditation et sur les pièges à éviter, surtout sur les surapprentissages par rapport à ce sujet-là. C'est un de ces sujets sur lequel tout le monde a son idée, tout le monde imagine à peu près ce que c'est, tout simplement parce que on en parle un peu partout ces dernières décennies. C'est une pratique qui s'est répandue dans le monde occidental et il y a énormément de méthodes qui sont disponibles et donc en fait on peut facilement se perdre là-dedans et c'est un peu difficile de savoir est-ce qu'il y a une bonne méthode pour moi, etc. Et on va voir un petit peu comment trouver en fait sa bonne méthode et simplifier au maximum la chose pour pouvoir y entrer et avoir tous ces bénéfices-là, tous les bénéfices dont on va parler. Voilà, donc tout d'abord, qu'est-ce que ça n'est pas la méditation ? Il y a quelques jours, j'étais en stage de récupération de points. C'est marrant dans ce genre d'endroit parce que t'as la possibilité de rencontrer des personnes de partout, en fait, de n'importe quel milieu professionnel, social, etc. Et à un moment, la psychologue qui nous faisait la formation, quoi, eh bien, à un moment, elle a présenté une des solutions pour pallier au stress au volant. Et donc la situation en question, c'était la respiration. En l'occurrence, là, c'était la cohérence cardiaque. Et dès qu'on a parlé de méditation, il y a forcément ça... Voilà quoi, ça a laissé un genre de silence un peu gênant et c'était le deuxième jour donc les personnes étaient un petit peu plus détendues et tout, donc elles se permettaient de donner leurs idées reçues sur les sujets et il y a une personne qui a pris la parole et qui a dit cette phrase là qui m'a marqué, qui a dit allez on va ouvrir nos chakras. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on a tous cette idée que méditer c'est un peu c'est accéder à quelque chose, c'est une activité très ésotérique. On imagine des moines assis en tailleur et avoir les mains sur les genoux et le bout des doigts qui se touchent. Cette activité-là, on la lie assez rapidement à quelque chose de très religieux, très limite magique. En réalité, on va voir en fait que c'est quelque chose de très concret. La deuxième chose, c'est que à peu près tout le monde sait les bienfaits de la méditation. C'est plus un secret en réalité, il y a eu énormément d'études sur le sujet qui ont montré des bienfaits sur le corps, sur l'esprit, sur les maladies mentales, sur les maladies physiques. Et tout simplement sur le niveau de bien-être, quoi. On en reparlera, mais globalement, les bienfaits de la méditation, ils sont clairs et ils sont connus de tout le monde. Mais c'est pas parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas fumer et qu'il ne faut pas boire de l'alcool que personne le fait. Ça revient à ce que je disais dans ma vidéo sur le surapprentissage, à se rappeler que c'est pas parce qu'on nous donne tous les arguments rationnels, valides, comme quoi il faut faire une action ou alors il ne faut pas faire une action, que forcément on va agir et qu'on va prendre la bonne décision. Ce qui nous fait prendre des décisions, c'est nos émotions, quoi. Et nos émotions, elles sont tout simplement dictées par nos croyances. Et donc c'est un peu de ces croyances-là que je vais essayer de parler aujourd'hui. La première croyance, c'est que pour méditer, il faut faire le vide. Il faut un petit peu contrôler ses pensées. Et ça, c'est le premier piège parce que essayer de faire le vide, essayer de ne pas penser à quelque chose, c'est juste de l'auto-phagocytage en fait. Pour prendre un exemple concret, c'est un peu comme une maladie auto-immune en fait. On a une pensée, on a un mental, et le pire des moyens pour agir dessus et pour le canaliser, c'est de vouloir le contrôler ou alors de vouloir le bloquer, de vouloir le supprimer. En débutant, je pensais avoir compris que pour méditer, il suffit de ne penser à rien, etc. Mais en réalité, on va voir que c'est vraiment tout l'inverse en fait. Et on fera un petit peu la distinction entre la pensée et les sensations, et la conscience. On va essayer de rester le plus terre à terre possible, parce que ça reste une pratique qu'on fait tous depuis très jeune. D'ailleurs, le fœtus dans le ventre de sa mère, il est ni plus ni moins dans un état méditatif en fait. C'est-à-dire qu'il est dans la conscience, il ressent les choses et il ne fait simplement rien, quoi. Il est plus ou moins immobile et il est dans cet état-là de pur repos et de pure évolution, quoi. Première chose, c'est que je vous relate mon expérience, mais
compréhension, mes lectures, mais surtout mes déblocages. Ce qui a rendu ma compréhension de ça très facile et naturel, disons. Vous avez compris l'esprit de la chaîne, c'est un peu de peler les couches qui servent à rien plutôt que d'accumuler des croyances et des connaissances qui nous illusionnent en nous faisant croire qu'on apprend, qu'on grandit, alors qu'en réalité, on prend des charrettes avec nous, quoi. On parlera de tout ça, on parlera des lectures que je vous conseillerais. Il n'y en a pas beaucoup, il y a 3 ou 4 livres là-dessus, assez courts et accessibles. On parlera de comment est-ce que on peut optimiser la pratique pour soi, pour faire en sorte qu'elle soit la plus intime possible. Je vous donnerai les astuces que j'utilise pour me sentir plus énergique en simplement 3 minutes dans la journée. Et voilà, on parlera de différentes méthodes pour se mettre à la méditation ou pour s'y remettre. Et voilà, je parlerai un petit peu de mon expérience là-dessus. L'idée centrale sur laquelle je veux commencer, qui permet d'expliquer ce qu'est la méditation, c'est les 2 mots suivants. Ils sont à la fois très intrigants et ils sont opposés. Mais lorsque l'on les met ensemble, ça fait du sens. Les 2 mots dont je vous parle, qui définissent la méditation, c'est l'effort relâché ou l'action détendue. J'avais été marqué par des études sur le cerveau qui montraient que les personnes qui jouaient d'un instrument de musique vraiment à haut niveau, eh bien lorsqu'on observait leur activité cérébrale, on voyait que comparé à des personnes qui étaient débutantes, eh bien leur activité cérébrale était moindre en fait. Ils avaient moins de neurones activés que ceux qui débutaient, qui avaient un niveau inférieur. Et il me semble que l'étude avait été faite aussi pour le QI, le quotient intellectuel, dans lequel les personnes qui avaient de bons résultats aux exercices du QI, lorsqu'on observait leur activité neuronale, eh bien, quand ils réussissaient les exercices, ils avaient bizarrement moins d'activité dans leurs neurones. Il y avait moins de signaux électriques qui traversaient leurs neurones que les personnes qui avaient des scores moins élevés au QI. Et ça, c'est assez curieux parce que on le voit, quoi. C'est quelque chose qu'on peut totalement voir à un artiste. Un jongleur, quand il jongle, en fait, on a l'impression que c'est très facile pour lui. En réalité, il fait très peu d'efforts. Mais pourtant, il fait quand même un effort, quoi. Et en fait, la méditation, c'est ça. C'est entraîner cette capacité-là à faire l'action juste, à faire l'effort suffisant. Et en fait, c'est un entraînement qui va rayonner dans toutes les activités, tous les domaines de notre vie, par définition, puisque ça concerne notre système nerveux, ça concerne notre cerveau. Alors comment est-ce que concrètement on peut travailler ça? Lorsque vous vous posez pour souffler, vous relaxer, vous ressourcer, essayez de penser à votre respiration, essayez de rester alerte, rester vigilant, mais à la fois de vous relâcher, de vous reposer et de ressentir que votre sensation dans le corps s'apaise. On reviendra un petit peu plus tard sur les conseils que je donnerai pour méditer simplement, quoi, sans se prendre la tête. Mais en gros, c'est ça. L'effort relâché, c'est arriver à contracter un muscle tout en ressentant qu'il est relâché. C'est arriver à se concentrer sur quelque chose et à la fois à ne pas être excité par cette chose-là. Il suffit d'observer un animal ou un chat. Les chats sont assez forts là-dedans. Ils sont constamment en vigilance, mais leur vigilance, à part certains moments où ils sont ultra alertes à 100%, quand voilà, ils sont face à un danger ou lorsqu'ils sont en position de chasse, mais la plupart du temps, ils sont juste vigilants, mais très relaxés. Ils sont très connectés à leur sens, à ce qu'ils écoutent, etc. Et voilà, quoi. Un chat, on n'a pas l'impression qu'il est si malheureux que ça. Ils sont plutôt les créatures qui nous inspirent le plus et qui nous apportent le plus d'apaisement, quoi. C'est pas pour rien qu'ils représentent les animaux domestiques que l'on veut garder proches de nous. À ce sujet-là, il y a une idée qui m'a paru assez intéressante, c'est que avant l'époque moderne, nos ancêtres avaient dans leur journée, dans leur quotidien, avaient très souvent des moments comme ça où ils étaient dans un état méditatif. Ces états où ils étaient centrés sur une seule action à la fois et où leur système n'était pas surstimulé et ils pouvaient rester focus sur une activité. Lorsqu'on regarde pourquoi est-ce que la chasse et la pêche sont des choses qui intéressent beaucoup les personnes très calmes, etc., c'est parce qu'on est sur quelque chose de très méditatif, quoi. On est sur une activité dans laquelle à la fois on est alerte, on est vigilant, et à la fois on est très calme, reposé, parce que l'objectif le demande. Et c'est comme si notre biologie avait toujours ce besoin-là d'avoir régulièrement une activité dans laquelle on est focus sur un truc à la fois, pendant un certain temps. Et c'est comme si c'était un petit moment de reboot, de formatage de notre cerveau qui nous permet de mieux vivre, quoi, de mieux faire face aux problèmes de notre quotidien. Parce qu'on dit souvent que notre cerveau a évolué très vite et que, en fait, si on a autant de maladies mentales, de dépression, c'est parce que on n'arrive pas à gérer notre intelligence et l'évolution fulgurante de notre cerveau. En réalité, non, quoi. En réalité,
notre cerveau a évolué comme il a évolué, c'est plus notre environnement et ce qu'a amené la modernité qui a fait que en réalité on a beaucoup plus de stimuli, disons, intellectuels, de stimuli mentaux et on est beaucoup moins connecté à ce qu'on peut appeler les sensations, des stimuli sensoriels. Et ça, du coup, ça nous amène à la question de comment se mettre à la méditation. Ou alors comment s'y remettre. Si ça fait un moment qu'on a essayé, que ça avait plutôt bien fonctionné, que par la force des choses, on a perdu l'habitude. Mais pourtant, on se rend compte quand même que ces moments-là où on avait cette pratique régulière, eh bien on se sentait beaucoup mieux, quoi. Mais encore une fois, c'est un argument rationnel, logique. Et on va voir comment faire pour simplement juste s'y remettre en évitant le plus possible tous les pièges qui y sont liés. Alors pour moi, la première chose à savoir, c'est la posture. Parce qu'en réalité, méditer, c'est faire en sorte que son corps, que ses articulations, que ses muscles, son système nerveux, etc., que toute notre biomécanique soit alignée. Et il se trouve que c'est cet alignement-là qui va permettre de faire circuler et de retrouver un petit peu d'énergie et d'équilibre dans nos sensations et même dans nos pensées. Si vous voulez méditer, essayez juste de simplement de vous tenir le plus droit possible, en gardant en tête l'effort relâché. Vous allez rentrer votre ventre, le bas du ventre, vous allez maintenir votre cage thoracique assez droite et alignée avec votre cou et le haut de votre tête. Et rien qu'en posant votre attention là-dessus, et à la fois en vous rappelant que le but c'est de se tenir droit et relâché, vos muscles sont là pour porter votre corps, vous allez ressentir que en vous tenant droit, en essayant de contracter les muscles de votre posture, eh bien vous sentez que vous êtes énergisé, vous êtes reposé. Et en fait on peut simplement commencer par ça. Il y a d'ailleurs des études en psychologie qui ont été faites à ce sujet, qui montrent que lorsqu'on demande simplement à des personnes de se tenir droit dans la journée, et leur unique préoccupation c'est juste de se tenir droit dans la journée, alors on leur dit pas d'être serviable ou de faire telle ou telle activité ou d'être plus focus, on leur demande simplement de se tenir droit et faire leur journée, et bien on observe en fait chez ces personnes que, mis à part le fait qu'elles avaient moins de douleurs, etc., eh bien on a remarqué que ces personnes-là, de manière générale, faisaient de meilleures actions, dans le sens où elles avaient une plus grande volonté. C'est-à-dire qu'elles allaient moins fumer si elles étaient fumeurs, elles allaient plus boire d'eau, et que cette simple action-là, elle a amélioré leur bonheur, leur pensée, quoi. Elles étaient plus heureuses, et il se trouve qu'en fait, elles étaient plus polies, plus aimables avec les gens, ou qu'elles ne faisaient pas des activités qu'elles regrettaient par la suite, qu'elles considéraient comme néfastes pour elles, quoi. Qu'elles faisaient à la place des activités bénéfiques. Donc la première chose, c'est ça. C'est la posture. Simplement se tenir droit. Et la posture, en réalité, c'est un art, quoi. Vraiment, c'est un art. Parce que tu peux te tenir droit pendant un instant, pendant 1 ou 2 minutes, et au final, la minute d'après, tu vois qu'en fait, t'es plus vraiment à l'aise. Alors, comment faire pour garder une bonne posture sans forcément se fliquer et être en survigilance? Eh bien, en fait, c'est juste, par moment, revenir aux sensations de son corps et voir, en fait, quelle position est la plus confortable pour nous. C'est vraiment un art de chaque instant. Et simplement, le fait de penser à se tenir droit va clairement vous permettre de pratiquer la méditation sans même y penser. La deuxième des choses, c'est la respiration, c'est le souffle. Et là, pareil, vous pouvez faire une expérience et observer en fait à quel point le flot de pensées qui traverse votre conscience et le rythme de votre respiration eh bien, sont directement liés. C'est-à-dire que si voilà, vous inspirez pendant 4 secondes et vous retenez votre respiration pendant 1 seconde et vous expirez pendant 5 secondes, eh bien, si vous faites ça pendant 1 ou 2 minutes, vous allez voir que vous allez avoir des pensées différentes. Et en fait, c'est comme si la respiration était le liant qui permettait de connecter notre vie physique à notre vie intangible, mentale, quoi. Donc comment respirer, c'est essayer de trouver la manière la plus naturelle, la plus confortable. Donc voilà, je pourrais vous dire de respirer par le ventre, par le bas du ventre, etc. Et oui, en réalité, c'est un bon conseil, parce qu'on a plutôt tendance à respirer avec la cage thoracique. Et en réalité, respirer par le bas du ventre et laisser en fait le souffle et l'air remplir le nombril et ensuite la cage thoracique et par la suite les épaules, eh bien ça permet de lâcher un petit peu la pression sur les organes, sur les poumons, le cœur, etc. Et ça permet en fait de tout simplement aérer le ventre, les intestins, etc. Donc pour la digestion, c'est impeccable. Il a été montré que faire une respiration par le ventre pendant 10 à 15 minutes après manger, en réalité même moins que ça, eh bien ça accélère et ça améliore la digestion de 50 ou 60%. Donc voilà. Mais globalement c'est juste essayer d'avoir la respiration la plus naturelle possible. Je sais pas, il y aura des moments où vous aurez peut-être besoin de respirer un petit peu plus fort et de remplir votre cage thoracique, et il y aura peut-être des moments où eh bien, vous aurez tendance à vouloir respirer plus lentement, plus profondément, et simplement
sans expirer trop d'air, quoi. Mais le point vraiment à retenir, c'est de garder cette observation-là de votre respiration et de voir en fait, là je suis en train de respirer comment. Voilà. C'est plus des axes ou alors des trucs à éviter. Comme je disais tout à l'heure, vouloir chercher à ne pas penser à quelque chose ou à bloquer ses pensées, c'est vraiment le pire des trucs à faire. Si là je vous dis de ne pas penser à une maison verte, eh bien vous allez faire exactement l'inverse parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et que c'est simplement contre-productif. À la place, ce que vous pouvez faire, c'est noter les moments où vous êtes vigilant. Notez les moments où vous prenez conscience de la pensée que vous venez d'avoir. Je sais pas, vous êtes posé, ça fait quelques secondes que vous méditez, vous inspirez, vous expirez, vous sentez votre corps qui se relâche et indéniablement vous voyez que vos pensées se baladent et que voilà, vous commencez à réfléchir, à imaginer quelque chose qui s'est passé, voilà, vous pensez à votre ami qui vous avait dit telle ou telle chose, et donc il y aura peut-être une émotion qui va y être liée, etc. Et à ce moment-là, comme vous êtes en état de méditation, vous aurez tendance à vous juger pour ça, à vous dire « Ah merde, là je me suis déconcentré, j'étais en train de penser à un truc alors que là je suis censé méditer, donc je suis pas censé penser à n'importe quoi, donc je suis censé être dans le moment présent. » Mais en fait, rien qu'en faisant ça, c'est continuer en fait le flot de la pensée. Donc ce qui est plus intéressant à faire ou à se dire à ce moment-là, c'est plus essayer de notifier les moments où vous vous en êtes rendu compte. Parce que en fait, il se trouve que vous vous en êtes rendu compte, que votre attention a été distraite, que votre esprit est parti vagabonder. Eh bien en réalité, c'est déjà bien quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut célébrer. C'est ça qu'il faut notifier. Vous donner une petite récompense intérieure lorsque vous arrivez à être vigilant de ces petits moments-là où vous êtes distrait. Et la récompense, ça peut être simplement prendre une inspiration plus profonde et plus agréable lorsque vous avez remarqué que vous étiez vigilant, que vous avez vu votre pensée s'en aller. Sans forcément la bloquer, hein. C'est plus s'autoriser à rêver et essayer de remarquer ces moments-là de vigilance. Alors au début, ils seront légers, ils seront rapides, mais plus vous faites la pratique et plus vous récompensez intérieurement de ces moments de vigilance, de conscience, et bien plus en fait ces moments-là vont s'étendre dans le temps, ils vont durer, et plus vous allez réellement toucher à l'essence même de ce qu'est en fait un état méditatif, de ce qu'est la méditation. Et donc voilà, donc avec ces petits outils-là, vous avez normalement de quoi commencer ou reprendre la pratique et simplement en fait explorer par vous-même. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de méthodes et de voies pour apprendre à faire le vide dans sa tête, de chemins spirituels, de yoga, de respiration, de cohérence cardiaque. Mais faut pas oublier que là, on parle du sujet le plus intime et le plus subjectif du monde. En fait, méditer, c'est simplement se retrouver avec soi-même. Donc, je pense que c'est important de se rappeler que c'est sa propre voie qu'il faut créer. Il ne s'agit pas d'ailleurs de la trouver, ce qu'il faut retrouver c'est plus son centre. Ce que j'entends par centre, c'est vraiment cette conscience-là. Cette conscience qui nous permet de ressentir tout ce qui est à l'intérieur de nous, notre corps, etc. et tout ce qui est aussi à l'extérieur de nous. Mais en réalité, il n'y a rien à trouver, rien à retrouver. Ce qu'il y a, c'est vraiment explorer son chemin à soi et trouver la bonne manière d'intégrer et d'ancrer cette pratique-là. Et pour moi, le meilleur moyen d'y arriver, le meilleur outil pour hacker son quotidien, hacker son organisation et arriver à poser cette habitude-là sans trop d'efforts, et même avec un peu d'aventure et d'amusement, ce sont les projets sur 7 jours. J'en ferai une vidéo dédiée, parce que il y aura beaucoup de formats de défis sur 7 jours que je publierai sur cette chaîne, mais pour moi, c'est l'outil le plus efficace pour intégrer une habitude sans avoir à y consacrer un mois entier ou une année entière et sans avoir à mettre trop d'énergie et trop d'efforts et du coup sentir de la culpabilité si on échoue. Et en fait il se trouve que les projets sur une semaine, c'est ce qu'il y a de plus naturel en fait. Tout simplement parce que 7 jours sont la période qui nous est la plus familière, c'est-à-dire depuis très jeune, on est habitué avec le format de la semaine, avec les 5 jours de la semaine et les 2 jours du week-end. Et puis un truc aussi concret que 7, c'est un nombre qu'on peut compter sur nos doigts. Donc mine de rien, c'est quelque chose qui selon moi a de l'importance. Et en fait, se lancer un défi sur 7 jours, sur une semaine, de méditer un certain nombre de minutes tous les jours, eh bien ça va permettre d'enclencher l'ancrage de cette habitude-là, et par la suite, ne pas s'obliger en fait. C'est juste se dire, sur une semaine, je vais le faire à fond, et ensuite, je verrai par la suite. Par la suite, ça se trouve, vous aurez envie d'arrêter, ça se trouve, vous aurez envie de continuer, mais au départ, simplement se mettre l'objectif d'une semaine, mais par contre, être strict avec soi-même pour faire l'action, pour faire le défi chaque jour.
Donc ce que je conseille de faire, c'est de se donner un nombre de minutes défini dans lequel vous allez méditer. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour. Et vous laissez un petit peu quand même de liberté et voir en fonction de votre manière de vous organiser et de vous dire simplement je vais méditer 30 minutes par jour. Alors ça peut être 2 fois 15 minutes, ça peut être 3 fois 10 minutes. Essayez de répartir un petit peu comme ça et d'explorer par vous-même, voir ce qui vous va le mieux. Personnellement, j'ai essayé plusieurs configurations. J'ai essayé une fois 30 minutes, j'ai essayé 2 fois 15 minutes, 3 fois 10 minutes et 6 fois 5 minutes. Et bizarrement, ce qui a été le plus puissant chez moi, ça a été le format de 6 fois 5 minutes. C'est-à-dire de répartir, de saupoudrer un petit peu la journée avec 5 minutes de méditation. Et bizarrement, c'est vraiment ce qui a été le plus bénéfique parce que ça me permettait de me ressourcer, de me recharger entre les différentes tâches. Ça a gardé un fil conducteur. J'étais plus aéré, quoi. Quand tu médites, à la fois tu te tiens droit, donc t'es plus alerte, t'as plus d'énergie, de motivation, et à la fois tu respires, donc tu aères en fait tes organes, ton cerveau, et voilà, donc t'as beaucoup plus d'énergie. C'est d'ailleurs ce que je fais moi personnellement lorsque j'ai des journées où je suis extrêmement fatigué, où je le sais, je sens que cette journée je vais être fatigué parce que voilà, j'ai mal dormi la veille, j'ai été ultra actif, etc. Dans ces journées-là, j'ai trouvé un moyen vraiment de sauver l'énergie de ces journées-là qui pourraient en fait partir pour être totalement gâchées ou pas productives et pas intéressantes, sans forcément chercher à être productif chaque jour, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est plus arriver à faire en sorte que même les journées dans lesquelles on est très fatigué, eh bien en fait on peut se reposer pendant ces journées-là, simplement en se posant et en méditant 5 minutes, et ça m'a permis de tenir des journées dans lesquelles je dormais 2 ou 3 heures, et de tenir comme ça juste en méditant 5 minutes, mais plusieurs fois dans la journée. Un sujet qui est très important lorsqu'on parle de méditation, et on n'en parle pas suffisamment, c'est vraiment le sujet du discernement interpersonnel, le discernement relationnel. Parce qu'on a dit que la méditation, c'est la reconnexion à soi, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est se retrouver à soi, c'est prendre du temps pour se reposer, se ressourcer, etc. Mais en réalité, une des conséquences collatérales et qui est non négligeable, parce qu'au final, elle nous permet aussi de se reconnecter encore plus à soi. Mais en fait, c'est la qualité des relations qu'on peut avoir avec les gens. Parce qu'il se trouve que lorsqu'on médite, bon, il y a d'ailleurs une certaine technique de méditation qui permet ça, qui permet cette attention dirigée vers l'autre, vers la personne ou l'objet ou l'image extérieure que l'on observe. C'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que on accède à des moments avec ses proches et avec les gens de manière générale qui ont une saveur, une qualité particulière. Parce qu'en réalité, lorsqu'on médite, une des sensations d'ailleurs qui repousse la plupart des personnes, c'est cette sensation-là de solitude. Lorsqu'on ferme les yeux, qu'on se retrouve comme ça dans le silence, dans le noir, et qu'on se retrouve seul, cette sensation elle peut être très désagréable et des angoisses peuvent apparaître. Mais en s'entraînant justement à s'asseoir avec cette sensation-là et à sentir que grâce à sa respiration, sa posture, eh bien on développe une certaine stabilité, une certaine force intérieure qui permet justement de s'installer avec cette sensation-là et de la voir se dissoudre en fait, comme tout simplement toutes les autres sensations et toutes les autres pensées. Et en fait de faire cette expérience-là, de faire cet entraînement-là, de s'asseoir avec ce sentiment de solitude, bizarrement, eh bien ça nous permet d'être plus connectés dans les moments où on est en relation avec les gens. Lorsqu'on parle et lorsqu'on écoute les gens, eh bien, on n'est pas perturbé par justement ces peurs-là qui peuvent apparaître lorsqu'on est avec des personnes. On n'est pas perturbé parce qu'on a été entraîné à les observer et à ne pas s'y accrocher, à ne pas essayer de les résoudre, mais à simplement, avec la respiration, les voir s'en aller et continuer leur route. À l'image d'un nuage dans le ciel qui prend son temps pour passer devant le soleil, qui bloque les rayons de lumière, mais qui au final va finir par la force de la thermodynamique, va finir par se dissiper et s'en aller. Donc avec tout ce que je vous ai dit, voilà, vous avez peut-être envie ou pas de commencer à méditer. Et si c'est le cas, je suis content, mais il y aura forcément des moments où vous allez arrêter. Et vous allez en fait tout simplement avoir d'autres habitudes, d'autres changements dans votre vie qui vont faire que vous allez arrêter. Et la vraie raison pour laquelle on arrête une activité ou une habitude, c'est parce que on s'ennuie en fait. Parce qu'on n'y trouve plus de plaisir immédiat. Et c'est normal. Enfin, c'est humain quoi. C'est quand même une activité qui demande de l'effort pour s'y mettre au début, surtout si on est dans un moment où notre volonté n'est pas au maximum. Et surtout, c'est une activité dans laquelle on peut facilement s'ennuyer quoi. Si on la prend avec l'angle de vue de l'intellect et de la résolution de problèmes, il n'y a aucun problème à résoudre en fait lorsqu'on médite. Mais ça, c'est quand même la source et la cause du fait qu'on arrête de méditer et qu'on perd cette habitude-là. Et la solution à ça,
c'est d'avoir un regard neuf sur sa pratique. S'asseoir pour méditer comme si vraiment c'était la toute première fois que vous le faisiez. Comme si vous étiez un enfant qui s'asseyait et à qui on proposait de méditer pour la toute première fois. Et réaliser ça, pour moi, ça a été bouleversant. Parce que j'ai commencé à méditer il y a à peu près 6 ou 7 ans. Donc au début, j'ai pu garder l'habitude pendant plusieurs mois, avec des coupures, etc. Mais justement, je m'étais donné un défi sur une semaine qui s'est étalé ensuite sur 2 semaines. Et puis par la suite, c'était juste naturel de faire cette activité-là parce que je me sentais mieux et que dans toutes mes activités, je devenais plus efficace, plus saillant, plus intéressé, plus intéressant. Je voyais aucun inconvénient à continuer à la pratique, c'était juste naturel. Par contre, par la suite, il se trouve que j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 1 ou 2 ans. J'avais arrêté de méditer. Au fur et à mesure, je méditais de moins en moins parce que j'y trouvais de moins en moins d'intérêt. Et c'est normal, quoi. Et je suis tombé sur un bouquin que je vous conseille de lire. Alors c'est pas le premier livre que je vous conseillerais, on reparlera des livres à la fin que je conseille sur le sujet, mais je suis tombé sur un livre qui porte le titre suivant, Esprit Zen, Esprit Neuf. C'est vraiment un livre qui parlait de l'esprit du débutant, et que le but de la méditation, s'il en a un, parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment de but lorsqu'on médite, mais l'entraînement de la méditation consiste à justement garder cet œil neuf. Non pas par la pensée, pas en se disant que mon œil est neuf, mais plus par la vigilance, par la conscience et par ses sensations. Et donc ça m'a permis en fait de renouveler ma pratique, de retrouver un peu plus d'intérêt et de curiosité dans ça, et de m'amuser en méditant, et d'explorer de nouvelles choses. Et je vais vous citer donc quelques outils concrets que vous pouvez utiliser et mettre en place pour justement vous amuser, aiguiser un petit peu votre curiosité et votre esprit neuf, votre esprit d'enfant dans votre pratique de la méditation. Et pour moi, c'est simplement réaliser que méditer, c'est un jeu. C'est un jeu d'équilibriste, c'est un jeu un peu du funambule. C'est-à-dire que le but, c'est de rester en équilibre sur ce fil et essayer de ressentir, d'être suffisamment conscient pour ressentir lorsqu'on tend, lorsqu'on penche un peu à gauche ou un peu à droite, avant de tomber. Et si on retombe, ben c'est pas grave, on remonte et on réessaye. Et on se donne le défi de rester le plus longtemps possible dans l'équilibre et ni pencher trop dans l'effort, ni pencher trop dans le relâchement. Et d'être pile entre les deux, de garder une vigilance, mais à la fois de se sentir relâché et détendu. La deuxième chose à faire, c'est changer de lieu, tout simplement. C'est vrai que quand on ancre une habitude, c'est bien de garder un lieu fixe dans lequel on réalise cette habitude-là, mais au bout d'un certain temps, ça peut être intéressant de changer de lieu, d'aller méditer dans la nature, dans un arbre, de changer sur une chaise, par terre, sur le canapé, et juste changer de lieu comme ça dans votre maison, vous méditez dehors, eh bien ça va permettre de vous aider à garder cet esprit du débutant là. Si vous méditez et que vous avez l'habitude de mettre un chronomètre, eh bien essayez de méditer sans chronomètre. Si vous avez l'habitude de méditer avec une vidéo, eh bien essayez de méditer sans vidéo. Un truc qui m'aide beaucoup à me plonger dans un état cool pour méditer, c'est lire en fait. C'est ouvrir un livre et lire, plutôt un livre apaisant, que ce soit de la fiction ou pas, mais j'aime bien lire des livres qui me mettent dans un état agréable. Et voilà tous les outils pour aider à renouveler un petit peu, à rafraîchir sa pratique et à faire en sorte de garder ça sur le long terme et de continuer à s'amuser et à découvrir de nouvelles choses. Alors pour finir, avant de vous parler des livres que je vous conseille sur le domaine, j'aimerais parler de la chose la plus importante, parce que depuis le départ, je vous parle de l'objectif de la méditation, des conséquences positives qu'elle a, de ce qu'il faut faire pour bien méditer, pour garder l'habitude, etc. Mais en réalité, le but de la méditation, c'est justement d'arriver à ne pas en avoir, d'arriver à faire en sorte que la pratique soit autotélique. Autotélique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une activité que l'on fait par bénéfice intrinsèque. C'est-à-dire que si vous jouez d'un instrument, eh bien vous allez jouer de la guitare juste parce que ça vous fait plaisir de jouer de la guitare. Vous allez jouer au foot juste parce que ça vous fait plaisir de jouer au foot. Vous ne jouez pas pour une compétition, mais juste pour le plaisir de jouer. Et en fait, une activité autotélique, c'est ça. Et généralement, ça regroupe toutes les activités sportives et artistiques. Et en gros, la méditation, c'est un peu retrouver cet état dans lequel on s'autorise à ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de but. C'est un peu déroutant au début parce qu'on a cette posture de vouloir chercher à atteindre quelque chose, à avoir un objectif et à prendre des leçons de ce qui nous est arrivé pour mieux refaire à l'avenir. C'est comme ça que notre esprit fonctionne et c'est naturel, c'est dans notre bien, il ne faut pas combattre ça. Mais c'est important lorsque vous vous aménagez du temps pour méditer, vous ressourcer, de commencer par ce sentiment-là, d'essayer de retrouver dès le départ, une fois que vous êtes assis confortablement, que vous avez commencé à inspirer profondément, de retrouver cet état de méditer, juste pour méditer, de ne pas avoir de but particulier.
C'est vraiment important parce que parmi toutes les méthodes qu'on entend sur les différents livres, sur les différentes philosophies, dans les différentes sagesses, on parle des méditations sur des sentiments, comme par exemple méditer sur le sentiment de la gratitude, sur l'union, la connexion avec ses sensations, etc. Méditation sur le corps, ou alors méditer en se centrant simplement sur sa respiration, sur les sensations que provoque la respiration dans notre corps, etc. Ou alors même méditer en regardant, en observant un point fixe, ça peut être une flamme, ou alors un arbre, ou voilà, observer un point fixe. Donc tout ça, c'est des méditations qui sont très intéressantes. Je vous conseille de les explorer. Et c'est d'ailleurs bien de s'y essayer pour renouveler sa pratique et garder de l'entrain. Mais le point le plus important, l'essence même de la méditation, c'est quand vous méditez simplement pour méditer. Et pour rien d'autre. C'est quand on atteint cet état on médite sans raison particulière, on médite pas pour mieux se sentir ou alors pour se reposer ou quoi, mais on médite juste pour méditer. Et en fait, cet état-là, c'est ce qu'on appelle l'activité autotélique. C'est ce qui est reconnu par les psychologues comme étant un des états les plus agréables et les plus joyeux, les plus jouissifs. C'est lorsqu'on est, entre guillemets, heureux sans raison. Lorsqu'on fait une activité sans but particulier. Lorsqu'on aménage un moment dans lequel on se débarrasse du temps et du besoin de l'utile et qu'on fait les choses juste pour les faire. Et ça, bizarrement, lorsqu'on lâche sur notre volonté de faire quelque chose pour que ce soit utile après, eh bien, bizarrement, ça aura beaucoup plus d'impact et de conséquences qui seront fatalement bénéfiques pour nous que si on l'avait fait avec une charge mentale de je le fais pour tel ou tel but, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là, mais en tout cas voilà, c'est un point à réaliser, c'est à explorer par soi-même et en soi-même. Pour résumer, on peut dire que méditer, c'est simplement être assis, droit, observer sa présence dans l'instant, observer également son absence par moment, et ne pas juger ses pensées, les yeux ouverts ou fermés, l'attention calme et vigilante. C'est une pratique, et comme toute pratique, elle s'exerce. On peut explorer la concentration sur certains sentiments qu'on veut cultiver, la gratitude, l'amour inconditionnel, la confiance, le détachement, le lâcher-prise, l'acceptation que l'on ne possède ou qu'on ne contrôle pas vraiment les choses, avec comme ligne de chemin la respiration, calme et profonde. La présence n'est ni une pensée ni un sentiment, c'est une expérience. C'est l'expérience que tout ce qui devrait être est ici, maintenant. C'est s'autoriser à faire ce va-et-vient entre la pensée, liée au passé et au futur, et la présence, une conscience instantanée. La méditation, c'est cette ivresse lucide qui te permet d'être à la fois conscient de tout et attaché à rien, à la fois vide et plein. L'état méditatif consiste à s'asseoir avec cette contradiction et d'y trouver un sens. En observant l'activité de ton esprit, tu goûtes à la joie de l'impermanence. L'impermanence des pensées et émotions qui te traversent. C'est ce que j'appelle être heureux sans raison. Mais en réalité, en faire l'expérience, c'est réaliser que tout peut être la raison suffisante. Mais ce que je vous décris ici est le résultat d'un processus pratique, celui de s'asseoir, et juste s'asseoir. L'autre règle qui découle naturellement de cette action simple, c'est de vous laisser sentir les choses au lieu de les penser. Et réaliser que ressentir à travers ses sens permet bizarrement de penser d'une manière plus claire. Et pour terminer, si vous voulez lire un petit peu sur le sujet, je vais vous donner les livres qui m'ont servi. Le premier que je vous conseillerais de lire, c'est Qu'est-ce que la méditation de Osho. C'est assez ludique, il y a vraiment une idée par page, et ça permet vraiment d'avoir un point de vue simple et naturel de la méditation. Le deuxième livre que je recommande, c'est L'art de la méditation de Mathieu Ricard, qui est vraiment aussi très vulgarisé, qui donne les éléments des bienfaits prouvés scientifiquement, qui a une vision très intéressante. Et le dernier livre dont je vous ai parlé, c'est Esprit Zen, Esprit Neuf de Shunryu Suzuki, qui va aborder la méditation du point de vue des moines zen et qui parle beaucoup de la pratique et justement de cet esprit du débutant dont je vous ai parlé. Voilà tout pour tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.